l'une des pires générations brésiliennes du 21e siècle. La FIFA fait encore parler d'elle avec ce carton rouge de Balogun. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap Coupe du Monde. Vous avez l'habitude, chaque jour on se retrouve pour parler des matchs qui ont eu lieu, des matchs qui auront lieu et des petites informations qui traînent à droite à gauche concernant cette Coupe du Monde 2026 avec deux matchs au programme. Ce Brésil-Norvège et ce Mexique-Angleterre qui était vraiment hyper haletant, hyper sympathique à suivre et une nouvelle affiche des quarts de finale connue bien évidemment dans cette Coupe du Monde 2026. Il n'y a pas que ça, il y a également la FIFA qui nous a fait encore une masterclass avec ce carton rouge annulé de Folarin Balogun, on y reviendra. Ça, c'est assez fou, encore une fois, et on espère que les Belges vont nous gratifier d'une petite clim posée aux États-Unis parce que c'est quand même assez scandaleux ce qui s'est passé. On va y revenir tranquillement, mais avant tout, vous pouvez vous abonner, liker, partager cette vidéo si vous aimez ce qu'on fait. Le récap Coupe du Monde continue, on ne s'arrête plus et on va parler donc de cette Coupe du Monde. Nouveau quart de finale connu de cette Coupe du Monde 2026, Norvège-Angleterre, ça sera à l'affiche le 11 juillet prochain, ça sera samedi, du coup, si je dis pas de bêtises. Alors, je me souviens plus quelle heure c'est exactement. Mais voilà, la Norvège a sorti le Brésil 2-1, l'Angleterre a éliminé le Mexique à Mexico du côté de l'Azteca, victoire 3-2 dans un match de fou. Match régalade, et on va pouvoir commencer par ça. On va pouvoir commencer par ce Brésil-Norvège. Victoire 2-1 de la Norvège grâce au cyborg Erling Haaland. Hollande, je crois qu'on pense. Je crois qu'on est à 61 buts en 54 sélections, quelque chose comme ça pour Erling Haaland. C'est monstrueux. Voilà, c'est tout simplement monstrueux. 7e but dans cette Coupe du Monde pour lui. Il a rejoint Mbappé et Messi. C'est une Coupe du Monde d'attaquants. Voilà, c'est une Coupe du Monde d'attaquants parce que déjà 7 buts pour Haaland sur son premier mondial. Mbappé qui est déjà a battu le record de close. Messi qui a battu le record de close. Harry Kane qui continue à marquer également. Ça, c'est une Coupe du Monde de grands attaquants. Il n'y a personne d'autre qui est invité. C'est impressionnant. La qualité en plus d'Erling Haaland devant, c'est voilà, il a touché combien de ballons dans cette partie? Il a touché 30 ballons. Il en a touché 3 dans la surface de réparation. Et il y a un des 3, c'est converti en but. Voilà, c'est juste le pur attaquant qui n'a pas besoin de toucher 15 000 ballons pour marquer. C'est l'efficacité. Son duel contre Gabriel était évidemment attendu parce qu'on connaît les duels entre Manchester City et Arsenal. Le dernier match en PL entre les deux nous avait gratifié un duel encore une fois monstrueux entre ces deux bonhommes. Erling Haaland a encore pris les devants dans ce duel match dans le match entre ces deux formations. Le Brésil a été extrêmement décevant, mais j'ai envie de dire... Moi, je les voyais encore plus cata, le Brésil. Je vous avoue, depuis le début de cette Coupe du Monde, je sentais que ça allait être l'équipe flop de ce mondial-là. Finalement, ils ont quand même réussi à se hisser en 8e de finale. Moi, contre le Japon, je les donnais pas gagner à 100%, mais alors là, ils ont encore une fois été très, très décevants. Le Brésil fait un 0/7 depuis 2006 contre les équipes européennes. Jusqu'à 2002, contre une équipe européenne, c'était 20 qualifications et seulement 6 éliminations. Et depuis 2002, c'est 0 qualification contre une équipe européenne. 7 éliminations, on se souvient de ce quart de finale contre la Belgique en 2018 notamment. L'élimination contre la Croatie lors du mondial Qatari. Et c'est une nouvelle fois une nouvelle désillusion pour un Brésil qui a tout de pas Brésil. C'est vraiment, cette équipe ne ressemble pas du tout à une équipe du Brésil. Une équipe du Brésil qui n'a seulement que 34% de possession de balle sur ce match-là, qui a certes 2,61 expected goals. Je pense que les deux pénaltys grossissent cette valeur, mais si on fait les expected goals sans les deux pénaltys, ils sont quand même au-dessus de la Norvège. Il faut saluer quand même le match de Nyland qui a fait à 31 ans peut-être l'un des plus grands matchs de 35 ans, l'un des plus grands matchs de sa carrière. En tout cas, peut-être le plus important de l'histoire de sa carrière parce que aller qualifier son pays en quart de finale de Coupe du Monde, 4 arrêts, dont un penalty face à Bruno Guimaraes, l'arrêt face à Hendrik, la bonne sortie face à Hendrik. Il y a un autre arrêt assez beau, des arrêts réflexes assez monstrueux contre les attaquants brésiliens. Mais encore une fois, ce Brésil-là, alors j'ai pas pris de screen, mais on a vu que ce Brésil-là, défensivement, c'était un Brésil en 4-4-2 parce que Vinicius resserrait axe avec Matheus Cunha et que Ryan a été préféré à Hendrik parce qu'il avait cette qualité de plus défendre que l'attaquant qui était prêté à l'Olympique Lyonnais face notamment à Antonio Nusa qui était l'un des dangers principaux de l'attaque norvégienne. C'est un attaquant qui va beaucoup percuter, veut amener du danger par la percussion, par le dribble. Il a marqué un but sublime contre la Côte d'Ivoire et on sentait que c'était le danger qu'il fallait fermer et donc c'est pour ça que Ryan revenait
sur une ligne de 4. Martinelli aussi prenait la place de Vinicius à droite sur le bloc défensif. Quand le Brésil n'avait pas de ballon, c'était un 4-4-2. Donc avec Guimarães, Casemiro, Martinelli sur le côté gauche et Guimarães sur le côté droit. Avec, Ryan sur le côté droit, Martinelli sur le côté gauche et Casemiro, Guimarães en axial pour fermer les intervalles vers Haaland aussi, qui était plutôt bien fermé en première mi-temps. Ils avaient du mal à le trouver. Et du coup, Ryan défendait à 2 sur Nusa et venait porter de l'aide à Danilo. Et ce qui fait qu'Antonio Nusa, mine de rien, même si là, j'ai bien aimé ses prises de risque, sa qualité de percussion, il a quand même eu du déchet 2 sur 4 sur les dribbles, 0 centre réussi. Bon, il en a tenté qu'un. Une seule passe dans le dernier tiers. Voilà, Antonio Nusa a fait un match un peu brouillon. Il est vite sorti à la mi-temps, tout comme Alexander Sørloth, qui lui, dans ce rôle d'ailier droit, je trouve s'en sort vraiment très très bien. On sait que c'est pas du tout son poste de prédilection, on sait qu'il a pas du tout le gabarit d'un ailier droit, Alexander Sørloth, mais cette trouvaille norvégienne, parce qu'il joue sur le côté droit en Norvège, parce que forcément devant tu as Erling Haaland, ça fonctionne bien et je trouve très à l'aise, et en fait il amène du danger parce que physiquement Santos a été en grande difficulté contre lui. Dès qu'il commence à accélérer pour essayer de percer, que tu vas au duel avec lui, tu perds. Pour caler les ballons et déséquilibrer un bloc sur le côté droit, c'est plutôt intéressant. Cependant, Ståle Solbakken a pris un risque entre guillemets en les sortant ses 2 ailiers à la mi-temps pour faire entrer Oscar Bob et Andreas Schjelderup, et les deux ont fait des entrées assez monstrueuses. Oscar Bob, on est fan de sa Coupe du Monde parce que pareil, qualité technique, qualité de percussion, petit gabarit qui amène énormément de danger. C'était franchement un régal. Et Schjelderup, mine de rien, il fait 2 passes D, il est sur les 2 buts d'Haaland, il fait une très très bonne rentrée. Pareil, il a amené du danger, il a mis en difficulté cette équipe brésilienne. Très très grosse rentrée de la part de Andreas Schjelderup. Et franchement, une équipe norvégienne, on le dit depuis le début de ce mondial, c'est une des équipes qui est les plus cohérentes en fait, qui a un plan de jeu qu'elle connaît par cœur, qui exécute à la perfection. J'ai eu un petit peu peur pendant les 60 premières minutes parce que dès que Martin Odegaard, qui a tu sens que c'est le joueur le plus influent de cette équipe, 124 ballons touchés pendant cette rencontre. À chaque fois on essaie de le trouver parce que c'est lui qui doit faire les différences par la passe ou par la course. Mais j'ai trouvé cette Norvège était un peu sur un faux rythme parfois. Ils n'arrivaient pas à trouver les solutions d'un bloc brésilien qui voulait pas trop se livrer. Ils voulaient pas trop prendre de risques, les Norvégiens, sur la première partie du match. Tu sentais qu'ils osaient pas trop prendre des lignes de passe un peu risquées, etc. Et dès qu'ils perdaient les ballons, ils étaient un petit peu en danger. Mais ce Brésil-là ne montre absolument pas grand-chose. Matheus Cunha, c'est encore une fois un échec. Vinicius a fait des différences. Il a le coup de rein. C'est celui qui a touché le plus de ballons à la surface de réparation, qui a réussi le plus de dribbles sur la rencontre. Le danger numéro 1, on sait que ça vient de lui. Il a été mis en échec par Nyland aussi. Bruno Guimarães, ce penalty, il va falloir en parler. N'est pas Neymar qui veut, en fait. Neymar, il a montré sur le dernier tir au but, sur le dernier péno. Il sait tirer un penalty, c'est le meilleur tireur de penalty de la planète, peut-être. Les mecs qui veulent imiter Neymar, arrêtez. Vous n'êtes pas Neymar dos Santos. Vous tirez des pénaux comme l'a fait Harry Kane contre le Mexique. Une course d'élan, vous frappez dans le ballon comme des mules. Vous choisissez un côté, terminez, quoi. Parce que ce penalty de Bruno Guimarães, il est catastrophique. Et il arrive sur un timing qui est catastrophique pour le Brésil parce que ce raté-là, à 0-0, il te met dedans. Pareil, c'est la rentrée d'Hendrick. Le face-à-face raté, c'est son premier ballon. L'extérieur de Vinicius, il est parfait. C'est un caviar qu'il lui donne. Et il va faire, en fait, sa deuxième touche de balle. Il fait son premier contrôle, le ballon lui reste un petit peu dans le pied. Et sa deuxième touche de balle, il le pousse un peu loin. Et du coup, ça l'oblige à précipiter son ballon piqué extérieur du pied un peu bizarre. Et du coup, forcément, ça rate sur une bonne sortie de Nyland. Mais ce raté-là, il fait mal parce que c'est le raté à 0-0. On est quoi ? On est à l'heure de jeu à peu près. C'est pas pareil. Après, le match, il est différent. Donc forcément, c'est compliqué pour ce Brésil-là, mais cette Norvège, Erling Haaland, qui va dunker sur Gabriel sur le but, sur l'ouverture du score. Il a touché. C'est un des rares centres norvégiens qui n'ont pas trop osé mettre le ballon dans la boîte. Ils ont osé une fois. Haaland a gagné son duel, but, Cajo. Deuxième but d'Haaland. Le deuxième but, j'étais mort de rire. Il prend le ballon, on ne sait même pas s'il va frapper, il n'est pas attaqué, il sort trop tardivement sur lui, il met une mine bien placée, la non-célébration à la fin, elle est incroyable. Ce joueur est fou, ce joueur est un robot, ce joueur est chirurgical. 4 tirs, 2 buts, tout simplement. 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts pour Erling Haaland. L'efficacité en personne. Et cette Norvège-là repart, continue son petit bonhomme de chemin, élimine un Brésil qui était très médiocre. Très honnêtement, je ne sais pas quoi garder de la Coupe du Monde du Brésil, à part les bonnes perfs de Vinicius. La plutôt bonne Coupe du Monde de Bruno Guimarães, malgré ce dernier match plus compliqué où il rate ce péno, il fait quand même une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble. Mais sinon, voilà, t'as laissé João Pedro à la maison. Je pense que tu peux le regretter. Quand tu vois les latéraux alignés, Santos
Douglas Santos et Danilo, quoi. Enfin, 32, 34 ans, est-ce que tu te dis que t'as pas mieux comme latéral au Brésil? Enfin, je veux dire, il y a combien d'habitants au Brésil? Ils sont pas foutus de trouver. C'est le pays du football, quand même. Voilà, Ryan, moi, j'ai bien aimé, mine de rien. C'était pas fantastique, mais ça fait le travail. Mais ce Brésil-là est beaucoup trop minimaliste pour une équipe du Brésil. Une énième déception. C'est dommage parce que c'est le Brésil, quoi. Et très honnêtement, le Brésil n'a plus été champion du monde depuis 2002, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la folie. Moi, en 2002, j'avais 1 an. Donc, techniquement, je vais pas vous dire que je m'en rappelle, parce que je m'en rappelle pas, de toute façon, j'avais 1 an. Donc, techniquement, je n'ai jamais vu le Brésil champion du monde. C'est quand même fou. Il y a une génération, c'est comme l'Italie qui va pas à la Coupe du Monde, une génération entière qui va voir le Brésil n'a jamais été champion du monde pendant qu'il était sur Terre. Voilà, ça c'est fou. Mais bon, il n'y a pas photo sur ce match. La Norvège mérite, même si Nyland fait un très très gros match encore une fois, que le Brésil a manqué d'occasion de marquer. Mais bon, le symbole de cette Coupe du Monde brésilienne, c'est peut-être Neymar, parce qu'en fait, son entrée est hilarante. Il joue 23 minutes. Tu sens qu'il y a encore ce petit coup de rein sur le côté gauche à un moment donné, ce crochet là. Tu sens que voilà, c'est Neymar, quoi. Ça forcément du ballon. T'as ce penalty qui est mis, mais à côté, t'as le carton jaune qui est pris, t'as les provocations avec le gardien. Voilà, c'est le symbole, je pense, de cette Coupe du Monde brésilienne, où tu sens qu'il y a des restes, mais globalement, dans la globalité du match, la consistance du match, c'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit, et la Norvège mérite sa qualification, et va être une équipe qui va être assez chiante à sortir, et elle fera face à l'Angleterre. L'Angleterre qui a éliminé le Mexique à l'Azteca, à Mexico, devant 80 000 spectateurs chauffés à blanc, 3-2 à 10 contre 11 pendant 40 minutes, parce qu'il y avait quand même 10 minutes de temps additionnel à la fin. Match de fou. Franchement, match exceptionnel, match régalade. J'ai pris gain de plaisir à suivre ce match-là. Je pense que beaucoup de monde ont pris du plaisir à regarder ce match-là. L'Angleterre est froide. L'Angleterre veulent être les méchants de l'histoire, hein, très très clairement. On avait parlé de ça dans la preview des huitièmes de finale. On avait peur que l'Angleterre joue un peu le rôle de méchant, que le Mexique pousse, mais que le Mexique n'y arrive pas. Échec du Mexique qui peine à passer ses huitièmes de finale de Coupe du Monde. C'était le dernier match à Mexico. Malheureusement, c'était le dernier match de la sélection mexicaine aussi. Ils peuvent avoir des regrets, les hommes de Javier Aguirre. Je reviendrai sur Javier Aguirre parce que je trouve que ses choix n'ont pas toujours été les bons sur le banc. Mais qu'est-ce qu'on va sortir du lot? Cet homme, Jude Bellingham. Parce que quel match de Jude Bellingham. 2 buts. En 2 minutes en plus. Dans un temps fort à mexicain, l'Angleterre va planter ses billes. Donc voilà, ils ont exploité l'espace. On savait que l'Angleterre, contre les équipes qui laissaient un petit peu d'espace, pouvait être chirurgicale. Ils l'ont été. Et puis défensivement, l'activité, récupérer les ballons, les interventions à la surface de réparation, les tacles, l'activité technique. C'est un joueur qui est fantastique, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Jude Bellingham, c'est peut-être le meilleur joueur anglais de cette compétition. Certes, on parle d'Harry Kane, et Harry Kane, il faut en parler parce que encore une fois, on a le flair de l'attaquant. Mais voilà, 7 actions défensives, 3 tacles, 4 dégagements, un dégagement de la tête, 9 duels gagnés sur 15, un duel aérien gagné sur 1. Il est propre avec le ballon, c'est toujours très qualitatif. Alors là, Jude Bellingham fait encore une Coupe du Monde assez stratosphérique. Jordan Pickford a été très bon aussi sur sa ligne. 3 arrêts, certes il prend 2 buts, mais il fait les arrêts qu'il faut quand il faut en début de match à 0-0, il fait les parades. Encore une fois, il était très critiqué, Jordan Pickford. Je crois que c'est son 17e match de Coupe du Monde à Jordan Pickford, c'est un truc de fou. En tout cas, on n'est pas loin, mais il a sa place dans cette équipe anglaise, il fait le travail pour l'instant. Son jeu au pied n'est pas toujours parfait, mais sur sa ligne, il est impeccable. En tout cas, il fait le café. Harry Kane, buteur, passe décisif. Alors, il concède le péno. J'avoue que le péno pour le Mexique, on sait que ce genre de penalty, ça siffle. Un peu sévère, mais bon, ce genre de penalty, ça siffle. Il n'y a pas... Voilà. Mais encore une fois, voilà, quand il faut délivrer la passe D, il est là. Défensivement, il a son activité. Il redescend assez bas. On a du mal à le trouver. Il a 19 ballons touchés sur le match, mais parce qu'il a été plutôt bien gardé. Et malgré que 19 ballons touchés, il fait un but, une passe D. Le penalty est très bien tiré. C'est carré. Voilà, c'est Harry Kane. On ne s'attend pas à moins que ça. Anthony Gordon et Bukayo Saka ont eu beaucoup plus d'espace et on sentait que c'était beaucoup mieux parce que depuis le début de la Coupe du Monde, je trouve que les ailiers anglais, que ce soit Madueke, que ce soit Rashford, que ce soit Saka, que ce soit Gordon, je les trouve en grande difficulté, mais parce que quand ils affrontent des équipes bloc-bas, l'Angleterre n'y arrive pas. Ils sont sortis du piège de la RDC, là ils ont eu un peu plus d'espace pour s'exprimer et c'était un peu mieux. Bukayo Saka fait la passe D sur le premier but de Bellingham et la course de Bellingham sur le premier but où il va sortir du marquage au niveau de l'arc de cercle de la surface de réparation pour aller plonger second, il n'est pas suivi, les mecs Sanchez est en retard et forcément ça fait mal.
Mais c'est dommage du côté du Mexique parce que tu peux avoir des regrets. Moi, j'ai beaucoup aimé les 30 premières minutes de Gilberto Mora. Malheureusement, c'est lui qui perd le ballon sur le deuxième but anglais. Il a joué une 61 minutes. Quiñones, pareil, assez actif. Raúl Jiménez devant, et voilà, il a marqué. Il a touché des ballons à la surface de réparation. Mais le Mexique, en fait, là où j'ai moins aimé ce Mexique-là, c'est sur les changements de Javier Aguirre où, en fait, tu blindes un petit peu d'attaquant de pointe ton équipe. Santiago Jiménez, qui sort d'une saison très très compliquée à Milan. Il a touché 6 ballons sur les 30 minutes sur lesquelles il a joué, c'était assez compliqué. Et en fait, tu te dis, tu sors Gilberto Mora, tu sors Quiñones, qui, on le sait, nous l'a montré, a une très belle frappe de loin. Et quand tu sais que les Anglais, sur la fin de match, après ce carton rouge, ils vont jouer bloc bas, ils vont rester derrière, et que tu vas avoir les opportunités, pourquoi pas laisser Quiñones, qui peut, sur une frappe de loin, peut-être aller revenir au score et chercher le 3 partout. Pourquoi sur le banc, tu laisses des ailiers qui peuvent, comme Alexis Veiga, peut-être, qui peuvent faire des différences, peut-être sur son côté, Obed Vargas également. En fait, tu laisses des joueurs sur le banc, tu te dis, tu aurais pu les faire rentrer des ailiers un peu percutants pour aller amener du danger sur cette équipe d'Anglaise qui, on le savait, a fermé la porte parce qu'à 10 contre 11, quand tu mènes 3-2, il reste 20-30 minutes. Tu fermes, il fait rentrer Dan Burn, Thomas Tuchel, c'est la tour de contrôle. Je pense qu'il n'y a pas plus anglais que Dan Burn. C'était son premier match de Coupe du Monde. Il a réalisé le plus d'actions défensives, 8, alors qu'il est rentré 15 minutes. C'est pour dire à quel point le mec a touché un nombre de ballons monstrueux, notamment de la tête, où il te sort tout. Je rêve d'une charnière centrale Soutard Dan Burn, en fait, pour prendre tous les ballons, les 2 tours de contrôle, tu sais. Mais encore une fois, il fait une grosse rentrée. John Stones fait une bonne rentrée aussi sur ce replacement tactique de Tuchel. Je trouve que la lecture du match de Thomas Tuchel est meilleure que celle de Javier Aguirre. Après, il n'y a pas les mêmes armes aussi sur le banc, mais ce Mexique, quel dommage, parce que l'ambiance était exceptionnelle à Mexico. Le bruit du stade sur la réduction du score de Quiñones. Et waouh, ce stade-là est un vrai stade de foot. Ce pays-là est un vrai pays de foot. Mais mine de rien, la Coupe du Monde mexicaine, je trouverais c'est positif parce qu'ils ont montré de très très belles choses. Ils sont tombés sur un os qui était l'Angleterre. Et malheureusement, voilà, ça fait partie du truc. L'Angleterre à l'expérience va les sortir. Et cette Angleterre-là va être un client à sortir. Et le prochain match contre la Norvège risque d'être quand même pas dégueulasse. À signaler tout de même pour l'Angleterre, la blessure de Jordan Henderson. Alors je ne vous mets pas la vidéo, mais vous pouvez la voir sur Twitter. Il s'est blessé sur la célébration du but. Il a voulu revenir sur le terrain en passant par la barrière. Il a glissé, il s'est cassé le bras. Voilà. Donc fin de Coupe du Monde pour Jordan Henderson qui s'est donc pété le bras sur ça. C'est un peu terrible comme blessure, mais malheureusement c'est comme ça. Et pour Henderson, c'est fin de mondial. Voilà pour lui. Je suis pas sûr qu'il avait joué depuis le début de cette Coupe du Monde, Jordan Henderson, mais bon, c'est une blessure un peu con quand même. Une blessure un peu con. Mais au moins, on connaît les affiches de ces quarts de finale. Donc voilà, France-Maroc, Norvège-Angleterre, on va se régaler. Ce soir, Portugal-Espagne dans la nuit. Belgique-États-Unis. Et si vous n'avez pas ce qui s'est passé, pour les États-Unis, eh bien tout simplement, je reprends ça. La White House, a appelé la FIFA et on a demandé, il faut Laurent Balogun, est-ce qu'on peut annuler le carton rouge? Alors la FIFA, ils ont fait comment? Ils ont réuni un comité et puis ils ont dit que le carton rouge de Balogun était maintenu, mais qu'il n'allait pas être suspendu et qu'il prenait simplement un sursis. C'est-à-dire que s'il refait la même faute et qu'il reprend un carton rouge, il sera cette fois-ci suspendu. Donc on peut mettre des sursis maintenant sur des cartons rouges et du coup, Balogun sera là contre la Belgique pour jouer. Donald Trump s'en est félicité, bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Et évidemment, ça a suscité l'indignation d'absolument tout le monde, y compris la fédération belge, y compris Rudy Garcia qui en conférence de presse est très très bon. Mais c'est une folie quand même. Donc là, les États-Unis peinard. Voilà. Donc si vous voyez Balogun sur le terrain, c'est normal apparemment. S'il marque, je pense que ça va faire scandale, mais c'est une folie de faire ça. C'est dingue cette décision. On s'en cache même plus. Ça a outré Sepp Blatter. C'est pour vous dire à quel point même Sepp Blatter a été outré. C'est quand même assez fou. Voilà, donc je vous mets la traduction du tweet là, même si la traduction Twitter, des fois, c'est un peu foireux. Comme ça, vous pouvez la lire. Voilà, donc même Sepp Blatter a été outré. Ce qui a poussé du coup la Fédération française de foot à faire appel pour le carton jaune de Michael Olise, parce que je vous rappelle que Michael Olise a pris un carton jaune complètement stupide contre le Paraguay, où il ne fait absolument rien, mais bon, l'arbitre avait décidé de nous sanctionner nous et pas les Paraguayens. Donc il a pris un carton jaune contre le Paraguay, ce qui fait que s'il prend un carton jaune contre le Maroc et que la France se qualifie, eh bien Michael Olise pourrait être potentiellement suspendu contre l'Espagne. Donc c'est pour ça que la FFF a fait appel pour annuler ce carton jaune,
qui était pour le coup scandaleux. Je vous invite à revoir la vidéo du carton jaune de Michael Olise. Je vois pas comment tu peux lui mettre carton jaune, mais bon, bref. Et Opta a sorti cette petite stat intéressante. Depuis l'introduction des cartons jaunes et rouges à l'édition de la Coupe du Monde 70, aucun joueur qui avait reçu un carton rouge n'a pu jouer le prochain match d'une Coupe du Monde. C'est un précédent unique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Merci les États-Unis pour ça. Voilà, le gouvernement américain en toute sa splendeur. Du coup, ben voilà. Balogun sera là pour ce Belgique-États-Unis. Écoutez, voilà. Je pense que les Belges vont être remontés à blanc, par contre. Je pense que les Belges vont avoir cette petite rancœur, cette petite sensation de s'être fait un petit peu baiser avant le match, et je peux totalement la comprendre. Et ce match-là peut être extrêmement tendu. Alors, je connais pas le scénario en avance, mais s'il y a un but de Balogun, s'il y a un carton rouge reçu par les Belges, s'il y a un scénario un peu fou, un peu tendu, ça peut vite découpiller ce match-là. Je sais plus qui est l'arbitre. Ça sera un arbitre jordanien pour ce match-là. J'espère qu'il aura les reins solides parce que le match peut être difficile à arbitrer à cause de cette décision de la FIFA qui est complètement stupide. Franchement, la décision est assez folle, mais bon, bref, on n'est même plus étonné. C'est ça qui est terrible. Ce soir, Portugal-Espagne, 21h, c'est quand même avant ça un très gros match entre deux équipes qui se connaissent bien. Le Portugal a battu l'Espagne, la finale de Ligue des Nations au tir au but, on rappelle, l'été dernier. Pourtant, j'avoue que je vois pas trop, j'ai du mal à croire que ce Portugal peut inquiéter les Espagnols, tellement dans le fond de jeu portugais est vide. Le meilleur joueur portugais depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est Diogo Costa. C'est dire à quel point c'est compliqué du côté du Portugal, parce qu'il fait une grosse Coupe du Monde, mais l'activité au milieu est compliquée. Bruno Fernandes, il fait une Coupe du Monde qui est très compliquée. Vitinha, il n'arrive pas à trouver sa place. Veiga, je le trouve un petit peu en difficulté parfois. Pedro Neto essaie de mettre un petit peu de punch, mais c'est assez difficile aussi. Leao, je trouve pas ses matchs convaincants. Et ce Portugal-là, quand tu vois ce début de sa Coupe du Monde, contre la République démocratique du Congo, c'était difficile. Contre l'Ouzbékistan, ils ont eu un peu plus d'espace. Ils ont trouvé les failles, c'était rodé, c'est bon. Contre la Colombie, ils se sont fait bouger terrible. En vrai, ils peuvent perdre le match si la Colombie est plus tueuse, c'est pas scandaleux. Contre la Croatie, ils se font très très peur. Hein. Les Croates, le but hors jeu, machin et tout, c'était assez compliqué. C'était pas une Croatie qui était non plus ultra dominante depuis le début de ce mondial. Et à côté, t'as une Espagne qui, ok, contre le Cap-Vert, ça a été galère, ils ont été accrochés. Ils ont fait le job contre l'Arabie Saoudite, ils ont fait le job contre l'Uruguay. Et derrière, contre l'Autriche, tac, ils ont passé la seconde, ils ont step up dans l'intensité, dans le contre-pressing. C'était assez impressionnant, franchement. Donc j'ai du mal à voir cette Espagne ne pas dominer son sujet et faire une bouchée du Portugal, très honnêtement. J'ai envie de prendre un risque limite sur mon petit prono et mettre 4-0 Espagne, quoi, pour essayer d'avoir un score exact un peu fou. Alors je pense pas que l'Espagne va gagner 4-0 contre le Portugal non plus. Mais je vois pas comment le Portugal peut mettre en danger cette équipe espagnole qui est rodée, qui a un Mikel Oyarzabal qui est décisif toutes les 60-70 minutes, quelque chose comme ça en sélection depuis 1 an et demi. Des apports offensifs qui sont assez impressionnants. Voilà. Est-ce que l'Espagne va outrageusement dominer, avoir le ballon et obliger les Portugais à jouer très bas ? Voilà, à voir ce qui va se passer pendant ce match-là. Après, le Portugal a quand même les armes techniques pour s'en sortir. Hein. On a quand même un milieu de terrain qui techniquement sait jouer sous pression. Faut pas déconner non plus, il y a de la qualité, mais depuis le début de ce mondial, il trouve des choses un peu compliquées. Donc j'ai un peu peur que pour le Portugal, je les vois pas en fait les Portugais sortir de ce piège-là. On verra, et je vois bien un Espagne-États-Unis, mais bon, là j'ai envie de dire Espagne-Belgique. Hein. Envie que les Belges rétablissent un petit peu l'ordre pour ce match-là, mais je vois de toute façon l'Espagne en demi-finale de cette Coupe du Monde. À voir si ça sera la France ou le Maroc. Dans tous les cas, ça sera un très très gros match. Et de l'autre côté, Norvège-Angleterre. Et après, on verra si ce sera Argentine-Égypte, Suisse ou Colombie. Mais on en parlera demain, tout simplement, puisque ça sera le programme de demain. Ce sera de revenir sur ces deux matchs Portugal-Espagne, États-Unis-Belgique. Et puis après, d'évoquer les Argentine-Égypte, Suisse-Colombie, Argentine-Égypte, arbitré par François Le Texier, arbitre français. Et c'est un petit peu fait jaser en Argentine, mais bon. Écoutez, si maintenant on s'adore toujours ça, c'est ça votre combat finalement. Bon, concentrez-vous sur votre équipe qui a du mal, qui en chie terrible. Et puis on va pouvoir tranquillement se dire au revoir, enchaîner sur la suite de cette Coupe du Monde. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée de Coupe du Monde, de très très bons matchs. On vous dira à demain pour continuer ce récap là. Et puis bonne journée à vous. Ciao tout le monde.